Bon, ben, bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, je suis Emmanuel Dunouvion, je suis salarié du groupe Latecware et mis à disposition chez Aerospace Valley. Alors, au sein du service développement et innovation des PME ETI et sous les domaines matériaux et procédés. Et en fait, je fais partie des animateurs de l'écosystème SMP Structure, matériaux et procédés, qui était l'ancienne DAS AMP pour ceux qui l'ont connu. Pour pas perdre le contact avec nos membres, hein, et dans le contexte un peu particulier encore aujourd'hui, Aerospace Valley vous propose de continuer. Alors le principe du café techno. Alors, le café techno, c'est quoi? Alors, pour certains, vous commencez à en connaître. C'est l'occasion de se retrouver régulièrement, hein, entre nos membres dans un cadre un peu informel, et on vous propose une heure de webinaire pour prendre connaissance et enrichir votre expertise d'innovation sur une thématique, sur un produit ou un procédé, et parmi l'une des 5 thématiques de nos écosystèmes, en l'occurrence aujourd'hui sur SMP. Alors le café techno, il sera enregistré, il sera disponible en replay sur le site YouTube du pôle Aerospace Valley, et supports de présentation que vous allez voir seront également disponibles sur la plateforme collaborative Connect dans la communauté E2SMP. Il faut se connecter aux deux. Si vous avez des soucis, vous me contactez. Mais un lien vous sera envoyé. Je remercie à ce titre Jennifer Deo, qui est au service communication événementielle du pôle et qui m'assiste, hein, pour le bon déroulement de ce café techno. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux matériaux en mémoire de forme sous 2 formats, les alliages et les polymères. Alors les matériaux en mémoire de forme, ça fait rêver, hein. On se prend à imaginer des matières déformables à l'infini qui reprennent l'apparence souhaitée à volonté. Et on va voir que parfois la réalité elle est peut-être un peu plus compliquée que ça. Après avoir suscité de grands espoirs, c'est un peu retombé dans l'oubli, et pourtant leurs applications potentielles sont réelles, et vous allez voir, nos 2 intervenants vont vous montrer plein d'exemples. Donc on va commencer avec Florian Fouché, qui est directeur technique de Nimesis Technologies, qui est une société basée en périphérie de Metz et qui développe et fabrique des dispositifs utilisant la technologie des alliages à mémoire de forme, donc les AMF, sur tous les secteurs de l'industrie. Et ensuite, c'est Anne Pagnot, qui est directrice technique également, mais de Polymère Expert, qui est basée à Pessac, près de Bordeaux, et qui, elle, nous présentera les travaux de R&D autour des matériaux polymères à mémoire de forme, donc les PMF, qui, en plus d'être légers et recyclables, permettent d'atteindre de nouvelles fonctionnalités. Donc chacun d'entre eux vont vous présenter les principes de fonctionnement avec beaucoup d'exemples concrets pour mieux vous projeter par rapport à vos éventuels besoins. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Euh, alors, je ne fais pas passer les slides, voilà les logos. Pour les questions, vous avez le petit point d'interrogation dans votre colonne de droite. Donc on va laisser 20 minutes de présentation à chaque intervenant. Vos micros sont bien sûr fermés. Ce petit icône pour poser les questions. Et maintenant, je vais laisser la parole à Florian. Merci Emmanuel, donc bonjour à tous. Donc effectivement, Florian Fouché, je suis directeur technique à Nimesis. Alors quelques mots très rapides sur la société Nimesis. Donc on est basé à Metz, dans le Grand Est. C'est une petite structure d'une vingtaine d'employés, créée en 2008. Alors Nimesis, on est à la fois développeur, mais également fabricant de dispositifs à base d'alliage à mémoire de forme. Donc on les conçoit, on les fabrique et on les intègre. Donc, un catalogue du coup complet de savoir-faire. Donc entrons directement dans la technique des alliages. Donc Nimesis, on travaille les alliages à mémoire de forme. Donc ce sont des alliages du coup métalliques qui ont la propriété ou la capacité de retrouver leur forme originale par soit la contrainte, soit la température. Je rentrerai un peu plus tard dans ces deux propriétés. Et on voit finalement le petit exemple à droite illustré sous deux photos avec une petite pelote de fil que l'on vient tremper dans l'eau chaude et qui retrouve sa forme et du coup ici un petit logo.
Alors comment ça fonctionne? C'est une transformation de phase qui est réversible et du coup c'est un changement de phase entre deux phases solides du matériau. Une phase qu'on appelle martensitique et une phase qu'on appelle austenitique. Ce changement de phase fait apparaître un changement de propriété physique, de propriété mécanique et de propriété thermique. Donc on a vraiment comme si on passait d'un matériau à un autre par la température. Et donc l'intérêt des ageneurs de forme, c'est qu'ils sont multifonctionnels. On va être capable de détecter une température et d'actionner un système. Donc on va être à la fois capteur et actionneur. Les alliages à mémoire de forme ont beaucoup d'avantages. En général, ils vont être plus fiables, plus économiques. Ils permettent d'avoir moins de pièces puisque le mouvement ou la force est généré dans un seul composant. On n'a pas besoin d'avoir une tringlerie et beaucoup de mécanique autour de ça. Le composant AMF se suffit à lui-même. Du coup, ça fait des systèmes qui sont moins complexes, moins volumineux, moins lourds. Le mouvement se génère sans frottement, donc on peut possiblement faire des systèmes sans frottement. Peu de vibrations, peu d'accélération parce qu'on va être rythmé par le dynamique de la thermique. Bon, les allégements de forme n'ont pas que des avantages, bien entendu. Les inconvénients qu'on va pouvoir leur trouver, ce sont une faible rentabilité énergétique. On parle ici d'un procédé qui utilise la thermique, donc déjà on va se baser sur le rendement de Carnot de référence que j'ai illustré ici en bas à droite dans le tableau. Et en fonction du coup du mode de sollicitation de l'alliage, ce rendement va être plus ou moins efficace par rapport à cette référence. On voit typiquement que les rendements entre l'énergie thermique apportée et l'énergie mécanique que l'on en sort, ce rendement est assez faible. Par contre, la donnée qui va être très forte pour les algèmes de forme, c'est la densité d'énergie mécanique inclus dans le matériau. Et là, on se trouve typiquement ici en traction autour de 500 joules par kilogramme. Donc c'est vraiment une densité d'énergie mécanique qui est très importante. Autre point noir des algèmes de forme, malheureusement, c'est le temps de réponse. C'est ce qui a pu limiter grandement les applications. Et le temps de réponse va être fonction de l'énergie que l'on apporte au système. Donc si on apporte une forte densité d'énergie thermique, on va pouvoir activer rapidement le dispositif. Dans beaucoup de marchés, malheureusement, la densité d'énergie n'est pas forcément très importante. Donc on va se trouver avec des temps de réaction qui vont être plutôt de l'ordre de quelques secondes, voire à quelques minutes. Les alliages qui sont les plus utilisés, je les ai un petit peu décrits ici, ce sont finalement les bases nickel-titane. Alors le nickel-titane, il faut savoir que c'est l'alliage le plus utilisé. Je dirais que 90% des applications aujourd'hui AMF utilisent le nickel-titane. Et dans cette panoplie d'applications, principalement, ce sont les applications du secteur médical qui utilisent le nickel-titane parce que le matériau a été déclaré biocompatible et avec les propriétés intéressantes des alliages, on peut en faire énormément de dispositifs médicaux. Mais il en existe finalement beaucoup des alliages, donc des bases nickel-titane auxquelles on va rajouter des éléments, donc nickel, titane, cuivre, cobalt, des alliages à base de cuivre, CuAlNis, CuAlBe, cuivre zinc-alu, etc. Et ensuite, on va pouvoir trouver des alliages avec des performances encore plus hautes en termes de température, on en parlera un petit peu, mais avec des alliages qui vont être de plus en plus coûteux. Nickel, titane, hafnium, platine, zirconium, on parle aussi de palladium, donc c'est des alliages qui vont commencer à être vraiment très coûteux. Alors, je parle ici des propriétés des alliages à mort de forme. Donc, on a deux propriétés principales. La première qui va être l'effet mémoire, donc c'est le graphique en haut à gauche. Ici, on va être capable de déformer le matériau à température ambiante ou à une certaine température, de le mettre à un certain point de déformation. Donc, voilà, imaginons qu'on allonge un ressort, par exemple, et par l'action de la température, on va retrouver la forme initiale. Donc là, le graphique, on va être sur la courbe du bas, on augmente la température et on retourne à un état initial de déformation. La deuxième propriété, on va prendre un alliage qui a des points de transformation, une température d'activation en dessous de la température ambiante, et on va se trouver dans un cas de figure où la propriété, c'est une propriété super élastique. Je détaillerai un petit peu après, mais on voit ici typiquement la courbe de traction d'un matériau super élastique avec une déformation élastique et ensuite un plateau de déformation qui est très important. Alors, les petites photos en dessous, ça vous illustre le changement de phase vu en micrographie.
entre le changement entre l'austenite et la martensite. Donc on voit que la martensite dispose de beaucoup de variantes que l'on va pouvoir déformer, alors que l'austenite, elle, va être beaucoup plus claire. Alors, comment on caractérise les AMF? On va les caractériser par 4 points de transformation. Un début et une fin d'activation au réchauffage et un début et une fin d'activation au refroidissement. Et ces points de transformation, on va pouvoir les mesurer par différentes technologies. Alors la première, c'est la calorimétrie. Tout simplement, on va aller mesurer l'énergie qui est émise ou absorbée par le matériau quand on élève sa température. La résistivité, puisqu'on a un changement de résistivité entre la phase martensitique et la phase austenitique, l'émission acoustique, le pouvoir thermoélectrique, tout ça, ce sont des essais qui nous permettent de définir les points de transformation des alliages. Ici, je m'attarde un petit peu plus sur la propriété superélastique. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on voit typiquement sur les courbes de traction qui sont en bleu et en orange en bas à droite, une première phase qui va être un chargement purement élastique. Et l'intérêt, c'est que, arrivé à une certaine contrainte, on va amorcer le changement de phase, donc la transformation martensitique, et cette transformation va se faire à contrainte à peu près constante. Et ça, sur des déformations très importantes. On voit le nickel-titane qui peut atteindre 7%, le cuivre aluminium-nickel monocristallin qui peut atteindre 10% de déformation, et cette déformation, elle est 100% recouvrable. Donc pour un matériau métallique, c'est absolument phénoménal. Et on peut comparer du coup cette propriété à d'autres alliages. Donc, typiquement les aciers, bon, on les connaît bien, ils ont des pentes élastiques pures. On peut aussi les comparer à des tendons ou des os humains, et on voit qu'on s'approche de ces comportements-là. Donc c'est ce qui a fait que le secteur médical a très largement utilisé cette propriété. Autre propriété des alliages de forme superélastiques, c'est le graphique qui est en haut à droite. On voit cette courbe de superélasticité qui va dépendre finalement de la température. C'est-à-dire que plus l'alliage est haut en température par rapport à ses points de transformation, plus il va restituer une force ou une contrainte importante. Et ça, cette élévation de contrainte, elle est proportionnelle à la température. Donc c'est ce qui illustre la droite que l'on voit à droite. Ce coefficient va varier du coup en fonction de l'alliage que l'on va utiliser. Alors, donc la propriété superélastique, ça j'en ai déjà parlé. Typiquement, on peut parler un peu de phénomène ressort. Et pour l'effet mémoire, on va avoir plusieurs types de sollicitations. On va avoir du retour libre, c'est-à-dire que le matériau n'est soumis à aucune contrainte et on va le réchauffer et là on fait un changement de forme. Donc là, ça va plutôt intéresser les artistes, les bijoutiers qui veulent seulement faire un petit peu un côté artistique aux allégements de forme. Le retour contraint, on bloque le déplacement, on chauffe et l'AMF ne peut pas se rétracter, ne peut pas revenir à sa position initiale. Donc à ce moment-là, il ne va faire que générer de la force. Et là, la production de travail, donc à ce moment-là, on a une raideur en face de l'allègement de forme et on va pouvoir générer un déplacement et une force. Donc la production de travail est l'essentiel des applications à effet mémoire. Cette slide, je vais la passer assez rapidement. Il faut savoir que les alliages à mémoire de forme ont aussi des propriétés amortissantes, de par l'hystérésis que l'on va trouver entre les différents points de transformation et les différents états du plateau de contrainte. Les actionneurs MF, du coup, on peut en faire des actionneurs thermiques, donc ici finalement passifs, c'est-à-dire qu'on va réagir à l'environnement, à son environnement et profiter de la chaleur de l'environnement pour activer le dispositif. Donc là, on est plutôt dans la sécurité thermique, par exemple. On peut également en faire des actionneurs électriques. Donc là, on va artificiellement apporter la chaleur, soit directement ou par effet Joule directement dans le matériau, soit indirectement en appliquant un réchauffeur sur la surface du composant d'allègement de forme. On peut comparer en haut à droite la densité d'énergie fournie par l'allègement de forme lors de l'effet mémoire aux autres technologies d'actionneurs, typiquement les moteurs, les vérins, les micro-actionneurs. On peut comparer à l'homme, aux turbines. Et ce qu'on remarque, c'est que la densité d'énergie fournie par un allègement de forme est très importante par rapport à la masse. Donc, à une faible masse, on va pouvoir générer des densités d'énergie très importantes. Et c'est ça qui le rend le matériau très intéressant et qui permet d'atteindre des faibles encombrements ou des faibles masses pour des propriétés mécaniques très intéressantes.
Alors, je vais maintenant parler des applications. Alors, il y en a énormément dans beaucoup de secteurs. Donc, le but, ça va pas être de parcourir toutes les applications que j'ai mis ici, mais d'illustrer un petit peu dans chaque domaine tout ce qui est capable tout ce que sont capables de faire les allégements de forme. Donc, ici, c'est une application développée par Nimesis qui est donc actionneur Trigui qui permet de faire la désolidarisation, le verrouillage, déverrouillage de composants sur n'importe quel engin spatial. Donc, comment ça fonctionne? L'alliage à mort de forme, c'est une entretoise dans laquelle on va venir faire passer un tirant qui est fragilisé. Et ce tirant, on va venir tirer dessus par le changement de phase du matériau à mort de forme. Et on va tellement tirer sur ce tirant qu'on va l'amener à sa rupture et du coup désolidariser une liaison mécanique. Donc voilà, donc Nimesis fournit un certain nombre de ces composants. Autre type d'application développée par Nimesis, à gauche le pin loader, donc c'est un petit actionneur de type pin puller qui permet de générer des forces pour, verrouiller deux composants l'un par rapport à l'autre par adhérence et les libérer par l'alliage à mort de forme. Donc c'est un apport de température artificielle qui va faire qu'on va libérer la force d'appui. La deuxième application, Smart Hinge, c'est un mât déployable qui a été développé pour le spatial avec des articulations en alliage à mort de forme. Donc là, on voit les petites images de déploiement. C'est en fait un fil en alliage à mort de forme qui est plié en forme un petit peu de U. Et par le réchauffage, on va tendre à redevenir parfaitement droit et donc à déployer un mât typiquement télescopique. La dernière application à droite, c'est un barreau de torsion, donc en fait une charnière de déploiement qui utilise la torsion du matériau. Donc là, on vient vraiment tordre le barreau le long de son axe, et par la température, on va pouvoir recouvrir la forme initiale, donc en fait générer une rotation et un couple. Donc finalement, un petit peu toutes ces applications que je viens de décrire, elles permettent de faire à la fois des HDRM. Donc les HDRM, ce sont des mécanismes de verrouillage, déverrouillage. Et sur satellite ou lanceur, on va pouvoir retrouver ces dispositifs un petit peu partout. L'intérêt, c'est que ce sont en fait des actionneurs qui vont être très peu encombrants et qui génèrent des forces très importantes. Donc là, on va pouvoir trouver ça sur du verrouillage de panneaux solaires, du verrouillage potentiellement des tâches de lanceurs, sur n'importe quel appendice mobile, on va pouvoir retrouver ce type d'actionneur. On va également pouvoir faire du déploiement, donc déploiement de panneaux solaires, déploiement d'antennes, verrouillage, déverrouillage de mécanismes, le déploiement de structures complexes. Et une application qui nous tient un petit peu à cœur à Nimedis, c'est de faire du démantèlement de structures, par exemple. Donc, typiquement, le satellite en fin de vie qui rentre dans l'atmosphère va s'échauffer par les frottements aérodynamiques et cet apport de chaleur va permettre d'activer les composants en allègement de forme et potentiellement de désolidariser les liaisons mécaniques du satellite et donc du coup d'éclater le satellite en morceaux à sa rentrée atmosphérique. Et donc finalement, je vais terminer là sur cette slide-là, qui est l'impression 3D des alliages à mémoire de forme. Donc c'est nos derniers développements en cours et certainement les futures applications que l'on verra vont être encore plus complexes. Donc c'est ce que l'on appelle finalement l'impression 4D, c'est-à-dire impression 3D avec l'apport d'un stimuli externe. Donc ça donne la quatrième dimension. Dans le cas des allégements de forme, le stimuli externe va être la température. Et donc, on va pouvoir fabriquer des composants très complexes. Typiquement, on peut voir ce plateau à gauche, une structure lattice imprimée en nickel-titane qui va pouvoir réagir à la température. Donc, merci à tous pour votre attention. Je vais maintenant laisser la main à Anne Pagnou de Polymère Expert. Merci Florian. Effectivement, donc on va donner la main à Anne. N'hésitez pas à poser vos questions, on regroupe tout ça, on laisse la présentation de Anne et on passera aux questions à la fin. À toi Anne. Très bien. Donc merci Florian et merci Emmanuel pour cette invitation. Je vais faire dans cette seconde partie un survol des matériaux polymères à mémoire de forme. Alors, attendez, j'ai juste un petit problème d'effet. Excusez-moi. Voilà.
Donc, dans cette deuxième partie, oui, je vous propose un survol des matériaux polymères à mémoire de forme. Les polymères, ça fait bien plus de 50 ans que l'industrie de l'aéronautique s'y est intéressée, comme on le disait en préambule, pour leur légèreté et leur facilité de transformation. Mais sous conditions de structure et sous conditions de mise en œuvre, on peut avoir accès à d'autres performances de ces matériaux et notamment les performances de mémoire de forme. Donc, je vous propose de faire un survol des matériaux, de leur structure et aussi des applications pour lesquelles Polymer Expert a élaboré différents matériaux. Alors, l'effet à mémoire de forme, quel est-il en fait? On vient de le voir un petit peu dans les alliages. L'effet à mémoire de forme, c'est la propriété d'un matériau. Alors, attendez, excusez-moi. À pouvoir d'un polymère, d'un matériau, d'un objet, à changer de forme et assurer une nouvelle fonction. Et si l'on regarde un peu plus près au niveau de la structure du matériau, c'est sa capacité à pouvoir subir une déformation réversible pour basculer d'une forme à une autre. Et si on zoome encore dans la structure de ces polymères, on va y trouver en fait la faculté d'un polymère à être intelligent, c'est-à-dire à pouvoir mémoriser une forme temporaire et à retourner dans sa forme d'origine sous l'application d'un stimulus extérieur. Parmi les stimuli, on va pouvoir détecter en fait les mêmes que ceux qu'on a pu activer pour les alliages à mémoire de forme, pardon, à savoir le chauffage, mais il existe de nombreux autres stimuli qui permettent de faire cette transition de forme et on pourra nommer par exemple les variations de pH dans un matériau ou encore l'apport d'eau ou la présence de gaz comme du CO2. Aujourd'hui, je vous propose de voir plus précisément les matériaux qui présentent un effet mémoire de forme activé par la chaleur. Donc, c'est par une augmentation de chaleur que l'on va pouvoir passer d'une forme temporaire à une forme permanente. Sur ce slide, on voit par exemple ici une forme d'utilisation d'un matériau spiralé et la forme à laquelle il devra aboutir une fois qu'on aura déclenché le retour de forme. Alors, deux conditions sont nécessaires en fait pour avoir un retour à la forme. Il faut d'abord éduquer le matériau et pour cela, il faut, un peu comme dans les alliages, avoir l'application d'une contrainte mécanique tout en ayant un passage au-dessus d'une certaine température de transition. Donc, sur ce schéma, on voit en fait les différentes phases nécessaires donc, dans un premier temps à l'éducation et dans un deuxième temps au déclenchement de forme. Pour faire un polymère à mémoire de forme qui présente cet effet mémoire de forme, il faut d'abord penser à la forme dans laquelle on va vouloir qu'il soit après son déclenchement, puisque c'est cette forme en fait qui va être moulée ou c'est dans cette forme que l'objet va être fabriqué. Puis ensuite, lorsqu'on va élever la température, on va le contraindre via une action mécanique à adopter une autre forme. Et il va falloir ensuite refroidir ce matériau dans cette forme intermédiaire pour figer son état. Et ce n'est que lorsque l'on réchauffera le matériau qu'on récupérera la forme permanente, la forme que l'on souhaite avoir dans son deuxième utilisation. Et cette forme sera possible et recouverte par la libération d'énergie qui aura été emmagasinée lors de son éducation. Alors, qu'est-ce qui permet à ces matériaux polymères de présenter un effet mémoire de forme? Eh bien, c'est la grande variation de modules que l'on va pouvoir avoir dans ces matériaux autour d'une température de transition. Au-dessus de cette température de transition, comme on le voit sur le graphe classique comportement mécanique en fonction de la température, eh bien, on voit que les matériaux polymères vont pouvoir être déformés, le réseau flexible va pouvoir s'étirer ou se comprimer. Et en dessous de cette température de transition, eh bien, on va pouvoir figer la forme par refroidissement et tout ceci est réversible. Les températures de transition que l'on retrouve dans les matériaux polymères, elles sont principalement de deux types. On a une température qui caractérise les polymères, qui est la température de transition vitreuse.
donc du mouvement des chaînes au-dessus de cette TG, et la température de fusion. Pour illustration, on voit un exemple ici des grandes variations de modules que l'on observe dans un matériau polymère qui présenterait une TG de 108. Donc on va de quelques mégapascales, milliers de mégapascales à plus que quelques dizaines de mégapascales au-dessus de cette température de transition vitreuse. Mais pour qu'un matériau polymère présente malgré tout une capacité à mémoriser et à retrouver de la forme, il faut quand même qu'il comporte une structure assez particulière. Et cette structure, c'est une structure tridimensionnelle de deux types. Il faut qu'il y ait avant tout dans cette matière un réseau 3D permanent qui va se déformer lors de l'éducation et stocker cette énergie élastique, pour recouvrir sa forme lorsqu'on va le rechauffer. Donc c'est ce réseau permanent qui est constitué, comme est illustré sur le schéma à droite, par l'existence de nœuds de réseau qui vont lier entre eux les chaînes polymères. Et ces chaînes polymères, elles constituent le réseau réversible, donc ce second réseau, qui permet d'avoir la flexibilité à l'éducation et de fixer par refroidissement, vitrification ou cristallisation l'état temporaire. Donc ce réseau secondaire est constitué de chaînes, comme je le disais, que l'on appelle les switching segments, qui sont donc les commutateurs moléculaires qui vont par fusion ou par désenchevêtrement, lorsqu'on élève la température au-dessus de TG/UTF, pouvoir s'allonger, glisser, se désenchevêtrer et puis se vitrifier lorsqu'on va refroidir la température. Et ils seront donc responsables de la fixation de la forme à basse température. Brièvement, pour qu'un matériau polymère puisse avoir ces propriétés, eh bien, il a donc ces structures en réseau 3D. Et ces structures 3D, on va pouvoir les retrouver dans deux grandes catégories de polymères. Les polymères thermodurs vitreux, qui ont donc une réticulation. Les nœuds de réticulation sont faits par des liaisons covalentes. Ce sera les matériaux polymères les plus performants. On aura des matériaux thermodurs vitreux ou semi-cristallins. Ce seront des époxys, des acrylates, des polyesters. Ou encore des polycaprolactones réticulés. Et la deuxième catégorie de polymères, ce sont les polymères qui sont réticulés physiquement, qui auront l'avantage là de pouvoir s'écouler, donc être très facilement transformables et modelables, et dont la réticulation ici sera purement physique par ségrégation de phase. On aura dans cette catégorie-là des polymères plutôt qui sont de haute masse molaire ou des mélanges de polymères, et puis des polymères assez caractéristiques pour cette catégorie que sont les copolymères à bloc, notamment les polyuréthanes qu'on peut citer, les polyesters polyuréthanes qui comportent des blocs soft et hard qui permettent donc d'atteindre ces propriétés de mémoire de forme. Ce tableau, il permet de montrer un petit peu l'intérêt et les différences, l'intérêt des matériaux polymères à mémoire de forme en comparaison avec les alliages que vient de nous présenter Florian. Ce qu'on peut retenir, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Les avantages sur les polymères, ce qu'on peut noter, c'est la légèreté, donc une densité qui peut être vraiment bien plus faible que les alliages, qui est bien plus faible, et puis la capacité à pouvoir atteindre des déformations vraiment extrêmes. J'ai noté plutôt 8% pour les AMF. Aujourd'hui, dans les polymères, on peut avoir jusqu'à des 800%. Il y a de bonnes propriétés aussi ramenées à l'unité de poids, des bonnes propriétés mécaniques, une facilité de fixer la forme. Et puis, on va pouvoir, dans le monde des polymères, trouver et élaborer des matériaux qui vont pouvoir avoir des températures de transformation de moins 70 jusqu'à plus 160, donc une large gamme de températures de transition. Ils peuvent être isolants, par définition, les polymères sont plutôt isolants électriquement et thermiquement, et puis très facilement transformables et processables. De plus, comme il s'avère être des matériaux organiques que l'on peut fabriquer, on peut aussi les additiver de conducteurs thermiques ou électriques par dopage avec des charges. On peut aussi s'en servir pour faire de l'infusion dans des fibres. C'est ce qu'on verra sur les polymères composites à destination du spatial notamment. Et puis, ils peuvent aussi être transformés après fabrication par post-réticulation. Donc, voici de tous ces avantages des polymères en font qu'il y a une multitude d'applications potentielles
Et je vais maintenant vous décrire, pour illustrer ces propriétés à mémoire de forme, quelques applications qu'on a pu développer au sein de Polymère Expert ou investiguer au sein de Polymère Expert. Les premiers matériaux qui ont été imaginés et conçus et fabriqués l'ont été pour le domaine des dispositifs médicaux. Dans cette application, nous avons commencé par créer un bouchon béatique en fait, qui permet de lutter contre la sécheresse oculaire. Certaines personnes ont fait une quantité de larmes qui s'écoule dans le canal du méa, qui relie l'œil au nez et qui, de ce fait, en s'écoulant, assèche l'œil. Le matériau qui a été proposé ici, c'est un matériau polymère acrylate souple de TG assez faible, qui a la forme d'un parapluie et qui va pouvoir être inséré avec sans trop de contraintes dans le méa, de par son faible diamètre à l'état bloqué, et qui va pouvoir ensuite, grâce à l'activation, grâce à la température corporelle, retrouver une forme plus grande et venir obturer le méa. Nous avons également développé un polymère acrylique réticulé de TG un peu plus élevé afin de venir faire des variations de volume au sein d'une lentille intraoculaire. Ceci afin d'ajuster une dioptrie par variation de volume. Donc, des films ont été fabriqués, des petits puits ont été développés par emboutissage, et ce sont ces puits que l'on va venir en fait déformer au moyen d'un laser. Donc, par l'échauffement de la matière, le volume de ces puits change et avec lui, la valeur de la dioptrie de la lentille. Donc l'avantage de ces polymères acryliques, c'est qu'ils sont complètement adaptés au milieu du médical. Ils vont pouvoir être implantables, biocompatibles, transparents, fabriqués sans additifs. Et puis, ils ont, au niveau des performances de l'effet mémoire de forme, de bonnes performances, une recouvrance supérieure à 90%, des élongations supérieures à 300% et un module qui reste assez correct et complètement dans la gamme de ce que peut proposer un polymère mémoire de forme, c'est-à-dire de 10 à 30 mégapascales. On est loin des contraintes imposées par les alliages, mais ça reste suffisant pour l'application. Très vite, on a aussi développé des matériaux polymères à mémoire de forme qui vont pouvoir avoir une activité, et donc comme on le disait pour les matériaux à mémoire de forme et les alliages, ils vont pouvoir à la fois être capteurs et actionneurs. Ce qui est présenté ici, c'est la fabrication d'un anneau actionneur PMF anti-surchauffe. C'est un anneau de serrage que l'on voit ici avec son dispositif de conditionnement, un anneau de serrage dont le diamètre, une fois dans l'état temporaire, donc déformé, est de plus grande valeur que le diamètre qu'il pourra retrouver après échauffement. Donc, s'il y a une surchauffe au niveau du système de pompage, cet anneau de serrage doit se déclencher entre 120 et 150 degrés pour pouvoir venir stopper le fonctionnement de la pompe. Les actionnaires, donc ici, en fait, on va se servir du polymère à mémoire de forme pour soit indiquer une variation de température. Donc à gauche, on a une languette qui va pouvoir, sous l'effet de la température, et ici typiquement on était sur des polymères qui pouvaient être activés au-delà de 100 degrés, montrer qu'il y a une surchauffe dans le dispositif électrique. Mais également, ces mêmes polymères vont pouvoir actionner le système électrique et venir actionner un disjoncteur, par exemple. Donc, c'est un matériau qui présente donc une grande déformabilité. Ici, je lance une vidéo qui vous permet de voir le retour élastique et donc d'un matériau qui aura été déformé, un fil dont le diamètre de 1 à 3 mm dont la longueur a été allongée à plus de 300% et revient sous l'effet du chauffage infrarouge à sa forme initiale, donc en potentiellement soulevant une masse ici de 20 grammes. Ces polymères à mémoire de forme
on a aussi commencé en fait par les valoriser dans le domaine de l'assemblage, dans l'aéronautique et l'automobile, parce que bien sûr, comme on peut le voir, cette capacité à se déformer est très intéressante notamment pour organiser des variations de diamètre et pouvoir utiliser par exemple ces variations de diamètre pour faire du rivetage et de l'assemblage à la place des systèmes que l'on connaît classiquement où on a besoin d'écrous et de boulons pour fixer entre différentes structures. Donc ces premiers polymères que l'on a créés pour faire du rivetage ont été valorisés dans des systèmes industriels tels que dans des métiers à tisser. Mais très vite, on a vu qu'il était possible de les valoriser aussi dans l'aéronautique. Et depuis 2019, en fait, on a lancé un projet, on participe à un projet Saphir qui vise notamment, au travers de ces rivets à mémoire de forme, à alléger les structures. Par exemple, on peut noter que le passage de rivets métalliques à des rivets polymères à mémoire de forme pourrait faire gagner jusqu'à un gain de masse de 50%. Donc typiquement, ces polymères qui permettent de faire du rivetage, ce sont des polymères acrylates réticulés dont la transition vitreuse est assez haute, au-dessus de 120, et qui pourraient être activés donc par un chauffage à 140 et qui présenteraient en fait un état temporaire avec un diamètre suffisamment petit pour pouvoir être inséré dans différentes trous et qui pourraient après déploiement associer ensemble différentes structures en retrouvant un diamètre plus épais. Sur cette slide, au-delà donc du poids que ces matériaux polymères pourraient faire gagner grâce à la légèreté, on retrouve quelques caractéristiques assez intéressantes comme effectivement sur ce graphique la limitation du nombre de références. Pour illustration, un diamètre avec une forme temporaire de 3 mm pourrait permettre d'assembler des systèmes en se logeant dans des trous allant de 3 à 6 mm. C'est tout l'objet du développement que l'on a fait dans le cadre du projet Saphir, qui vise donc à limiter les nombres, limiter les coûts, à intégrer et à avoir aussi l'intégrité des structures que l'on assemble lorsque l'on retire ces rivets, parce que le mécanisme pour les retirer est bien moins difficile à appliquer que celui pour les rivets métalliques. Il faut un simple chauffage en fait. Pour illustrer aussi l'intérêt de ces matériaux dans le domaine de l'assemblage, je vous présente ici les projets que nous menons avec la société Boloff dans le domaine de l'automobile. Le domaine de l'automobile a déjà aperçu qu'en fait, avec cette possibilité d'activer simultanément des rivets simplement par chauffage, eh bien, on pourrait activer simultanément tout un ensemble de rivets et faire un assemblage vraiment simultané de grandes structures et donc gagner du temps. Voilà par exemple ici quelques illustrations des pièces un peu plus élaborées fabriquées par ce partenaire Boloff. C'est des polymères qui vont permettre de pouvoir fixer ensemble et assembler des structures ou encore rattraper des jeux entre deux structures grâce à des matériaux assez simples en polyacrylate. Je vous présente là en fait une pièce assez massive qui a été déformée et qui va, sous l'effet de la température, retrouver une forme originelle un petit peu plus complexe. Donc, c'est une preuve de concept qui permet de montrer que ces matériaux montent assez rapidement en température grâce à un chauffage adapté et que ces matériaux peuvent retrouver une forme de façon complète, 100%, et avoir aussi une fixation de forme, on en a parlé un petit peu, assez importante avant la déformation. Ces rivets ont été fabriqués, usinés ou moulés avec, pour certains, la présence d'ames métalliques à l'intérieur. Donc des choses assez abouties. Pour finir, je crois que je l'ai dépassé sinon, je vais vous présenter nos principales réalisations dans le domaine du spatial.
les polymères à mémoire de forme, en fait, peuvent être valorisés pour leur grande déformation, et c'est vraiment ce qui peut intéresser le domaine du spatial. On peut avoir donc des systèmes à faible encombrement au lancement qui ensuite se déploient de façon très grande dans l'espace. Ils sont en plus légers, comme je le répéterai. Et donc, on voit ici une preuve de concept qui avait été réalisée il y a quelques années pour montrer que ces polymères étaient adaptés. Et c'est une arrêté que nous avons menée avec le CNES et qui a abouti à une autre réalisation qui, elle, a permis de mettre au point une antenne quadrifilaire ultra haute fréquence pour nanosatellites. Dans cette application, on a associé des charges et notamment plutôt des fibres à nos polymères acryliques pour faire de ces matériaux des systèmes auto-réchauffés et donc qui embarquer en eux un système de réchauffage. Donc, en illustration, vous avez ici la vidéo d'un brin à mémoire de forme qui va constituer l'antenne et qui va pouvoir, lorsqu'il est mis en tension, passer d'une forme à l'autre. Là aussi, on a montré une robustesse assez importante de ces matériaux à mémoire de forme qui là aussi, arrivent à avoir des formes fixées à plus de 95% et des taux de recouvrance de plus de 90%. Comme je vous le disais, ces brins à mémoire de forme ont pu être valorisés dans un brevet qui a été déposé avec le CNES et qui a permis de réaliser par imprégnation de fibres assez complexes, de brins composés d'isolants et de conducteurs, une antenne pour nanosatellites. Avec ici à droite, on voit un système d'éducation dans lequel on a moulé les brins et ce même système qui va permettre ensuite d'éduquer, c'est-à-dire de compacter la structure pour arriver, comme il est illustré ici, à avoir en fait une antenne de faible encombrement dans l'environnement de lancement qui, lorsque on sera en mission, va pouvoir se déployer. Et l'avantage, c'est que, et le cœur du brevet, c'est que ce réchauffage est complètement généré dans la structure grâce au composite fait de fibres conductrices ou isolantes. Donc, on a un gain à la fois de masse en ayant ce système complètement intégré à l'antenne. Et aussi, on évite d'avoir un système complexe d'alimentation. Donc voilà pour le dernier exemple dans l'aérospatial de l'application de nos polymères à mémoire de forme. Donc je vous ai présenté principalement des polymères acryliques. Aujourd'hui, nous fabriquons ces polymères à partir de résines monomériques liquides pour lesquelles on va contrôler fortement le taux de réticulation, qui est un paramètre important pour la vitesse de retour et la fixation de la forme. Ces résines sont principalement des liquides que l'on va pouvoir mouler, infuser, mais on a aussi développé des matériaux, des résines plutôt thermoplastiques réticulables lors de l'injection, qui vont pouvoir être injectées, moulées et post-réticulées. Mais comme on en parlait à la fin aussi de la présentation sur les alliages, demain, c'est plutôt de l'impression 4D, et déjà aujourd'hui, en fait, que l'on va faire pour transformer des résines monomériques en polymères à mémoire de forme. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Très bien, ben, merci beaucoup Anne et Florian. C'était super intéressant, très technique et je pense que ça a peut-être répondu à quelques questions, mais il y en a. Donc ben, la première question, elle va s'adresser à vous deux. Donc vous expliquez que donc les AMF comme les PMF donc ont deux états car deux phases solides. Et la question c'est est-ce qu'on peut générer une infinité d'états entre ces deux états, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait avoir des positions intermédiaires voilà, qui permettraient d'avoir différentes séquences. Alors, qui peut commencer? La question elle est pour vous deux, hein, autant pour les PMF que les AMF.
Je peux peut-être tenter de répondre. En fait, il peut exister dans les polymères à mémoire de forme différentes températures de transition et donc possiblement différents états et passages par différentes formes. Par exemple, on peut commencer par activer une déformation en passant au-dessus d'une température de transition qui va nous amener à une première forme. Et puis, on peut activer une deuxième forme en passant au-delà d'une température de fusion. Donc, possiblement, on peut avoir des matériaux dual shape, mais aussi multi-shape, comme il est dit dans la littérature, en activant, en se servant de la fusion, de la transition vitreuse, et certains autres matériaux présentent aussi des transitions un peu plus complexes. Voici pour les matériaux en polymère. Et côté AMF, Florian? Pour les alliages, ça va être un petit peu différent parce qu'on ne peut avoir qu'une seule température, en tout cas qu'une seule plage d'activation en température. Par contre, ce que nous on fait, donc il y a deux possibilités. On peut faire de l'alliage à mémoire de forme double sens. Le double sens a deux positions stables à chaud et à froid. Donc, dans ce que j'ai présenté, il y a un état de départ qui est conditionné. Au réchauffage, on passe à la forme éduquée. Et on peut également éduquer le matériau pour que, au refroidissement, il retrouve également la forme armée de départ. Donc là, on peut avoir deux positions stables. Et sinon, on travaille à des. Alors, on parlera du coup plutôt de mécanisme à ce moment-là. Et on travaille à coupler deux AMF. Alors, il y avait un petit schéma un peu dans ma présentation qui illustrait ça, en mettant deux AMF antagonistes. Et du coup, en pilotant l'un et l'autre, on peut arrêter la transformation de l'un par rapport à l'autre et jouer sur les deux pour assurer une multitude d'états stables entre deux positions. D'accord. Une autre question pour toi, Florian, je pense. Quel est le niveau TRL des différents dispositifs HDRM? Alors, c'est une bonne question et c'est dans le cœur de l'actualité puisque donc la gamme de HDRM développée par Nimesis est en cours de qualification avec le CNES et les premiers vols devraient arriver très rapidement. Je ne peux pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais les premiers vols vont arriver très rapidement, donc on sera très vite en fin d'année à un TRL de 8 qualifications en fin d'année, et on sera également très rapidement après la qualification à un TRL 9. Ok. Une autre question, alors je pense que c'est encore pour toi, Florian. Alors, quelle machine a été utilisée pour fabriquer AMF SLM? Alors, si vous avez utilisé l'impression 3D, hein, quelle poudre avez-vous eu des limitations dimensionnelles des pièces lors de la fabrication? Alors, ce projet d'impression 4D, c'est un projet qu'on mène, donc c'est un partenariat entre Nimesis, Thales Alenia Space et l'Université de Lorraine. C'est un projet ESA et du coup, donc le CNES est également, on va dire, regarde également ce projet puisque lié avec l'ESA. Et donc ce projet a pour but de caractériser les propriétés du nickel titane imprimé en 3D et de mesurer les performances obtenues par ce type de procédé. Donc aujourd'hui, le type de poudre, c'est de la poudre de nickel titane. Et on travaille également à faire du mélange de poudre, c'est-à-dire mélanger du nickel et du titane et d'élaborer l'alliage in situ. Donc le travail commence par du nickel titane parce que c'est l'alliage le plus connu et le plus simple. Derrière, l'objectif de Nimesis, c'est de pouvoir proposer un grand nombre d'alliages à mort de forme en impression 3D. Alors, très certainement que la suite, ça sera du nickel titane avec un troisième élément. Donc j'ai parlé d'hafnium et de cobalt par exemple. Mais on pourrait aussi s'orienter sur d'autres alliages type cuivre, aluminium, nickel que l'on utilise beaucoup aujourd'hui dans le secteur spatial. Ok. Et j'ai un peu la même question, Anne. Quel alliage a été fabriqué par SLM? Ah non, alors, avez-vous constaté une diminution des propriétés thermiques et mécaniques, super élasticité et mémoire de forme dans vos deux cas? Alors nous, c'est des résultats qui sont en cours. Aujourd'hui, en termes de déformation, on a constaté que les déformations étaient très proches, euh, légèrement moindres, mais quand même très proches. On obtenait plus de 4% de reprise de forme sur nos derniers résultats.
Et ensuite, en termes de contraintes, on pense qu'on sera à peu près au même niveau, mais là, c'est des résultats qui sont toujours en cours. Ok. Alors, toujours lié au SLM, est-ce que la température transitoire est modifiée? Alors, sur les alliages, effectivement, on a une modification parce qu'on passe par une refusion dans une fabrication SLM. Donc, on peut avoir une perte d'éléments. On peut également avoir une induction d'oxygène dans le matériau qui peut tendre à faire modifier les points de transformation. Donc, ça, c'est pris en compte en fait dans la composition chimique du matériau. On prend en compte cette augmentation ou cette diminution des points de transformation à l'élaboration. Ok. Anne, j'ai une question Ouais. pour toi. Quelle serait une application type des PMF conducteurs électriques? Rendu conducteur électrique par dopage avec des charges. On fait référence à la page 7 de ta présentation. Y a-t-il beaucoup de demandes pour ce type de produit? Alors, je peux notamment citer une utilisation dans les sondes échographiques où on va rechercher à avoir des conductions électriques et certaines propriétés que j'appellerais électriques de backing en fait, où on va devoir charger par exemple avec du tungstène ou des oxydes de fer pour que ces matériaux puissent répondre donc à une nécessité d'amortissement acoustique et aussi d'impédance électrique. Donc, c'est une application, l'échographie, les sondes échographiques en est une. Et puis, on a aussi la recherche de conduction électrique pour faire du réchauffage, en fait. Conduction et isolation, c'est un petit peu le cas de l'utilisation dans les brins de la nano-antenne. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce café techno. J'ai pas d'autres questions qui apparaissent. Merci beaucoup, en tout cas, Anne et Florian, pour ces descriptions et ces exemples très variés que vous avez pu donner. C'était vraiment super intéressant. Donc, le replay sera disponible sous 2-3 jours dans le YouTube d'Aerospace Valley et les présentations donc sur la plateforme Connect. Si vous souhaitez être mis en relation avec Florian ou Anne pour des questions un peu spécifiques, ben, n'hésitez pas à me le dire, à passer par moi si vous trouvez pas leurs coordonnées. On fera un plaisir de faire la mise en relation. Merci beaucoup à vous deux. Et puis ben, on arrive au terme et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.